Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle émission, un nouveau podcast pour balayer l'actu autour de la WNBA, actu encore riche cette semaine. Et pour m'accompagner, j'ai bien besoin d'eux, c'est Tom et Elliot. Salut les gars. Salut Chris. Salut mon Chris, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Encore une grosse semaine WNBA. On va faire un bon repoint sur tout ce qui s'est passé. Ouais, donc prenez le temps là, installez-vous, si vous êtes peut-être dans la voiture en rentrant du travail, dans le métro, ou tranquillement posé chez vous, on va vous parler de WNBA pendant là 25, 30, 35 minutes, donc on va pouvoir balayer tout ça tranquillement. Messieurs, on va attaquer avec les joueuses de la semaine, on reprend notre petit fil habituel évidemment, une joueuse à l'Est, une joueuse à l'Ouest. Elliot, on te laisse un petit peu commencer là-dessus. Ouais, et puis on va commencer par la conférence Ouest avec une joueuse des Los Angeles Sparks, c'est Dearica Mb, qui tourne à 19 points, 11 rebonds et presque 4 passes de moyenne sur cette semaine. Et puis elle qui était championne WNBA en 2022 avec les Las Vegas Aces et qui réalise une semaine assez exceptionnelle. Et puis c'est vraiment la meilleure joueuse des Sparks sur même depuis le début de saison, avec beaucoup de double-double et puis des stats très correctes, une présence des deux côtés du parquet et voilà. Et puis à l'Est, c'est Breanna Stewart avec 21 points, 9 rebonds et 4 passes, la joueuse du New York Liberty qui réalise une bonne semaine puisque New York est toujours sur 7 victoires consécutives. Qu'est-ce que tu en as pensé de Breanna sur cette semaine, Tom? Bah écoute, moi je suis assez content, hein. Je m'en cache plus en tant que supporter du Liberty. Enchaîner comme ça 2 semaines, la semaine dernière c'était Sabrina, cette semaine c'est Breanna. Je trouve ça assez significatif. Ça met aussi en avant la montée en puissance du Liberty sur ce début de saison. Après quelques matchs compliqués, là on les sent beaucoup plus appliqués. On sent aussi Breanna monter en température. On sent aussi Jonquel Jones monter en température. Donc c'est positif et puis ça se reflète sur leur victoire et sur leur place au classement actuellement. Quelques chiffres pour aller dans, dans la continuité de ce que vous dites les gars pour Breanna Stewart. C'est la 17e fois qu'elle est élue joueuse de la semaine. Ça commence à faire. Elle est classée 8e all-time dans l'histoire de la WNBA en nombre de récompenses sur ce trophée. Elle est à égalité avec A.J. Wilson, dont on a beaucoup parlé sur ce début de saison. Et Breanna Stewart, historiquement, donc la rejoint avec ce 17e titre de joueuse de la semaine. Et pour Dearica Mb du côté des Sparks, 9e saison pour elle. C'est pas nécessairement, c'est vrai, la joueuse dont on entend le plus parler ou celle qui fait le plus de flash quand on a une joueuse comme Cameron Brink qui prend beaucoup de spotlight, la rookie du côté des Sparks, mais c'est une joueuse confirmée dans cette ligue-là. Et ce qui est intéressant quand on va regarder un petit peu ces lignes stats cette année, c'est que sur quasiment toutes les lignes statistiques possibles et imaginables, Dearica Mb est en progression cette année. Alors, pour l'instant, la saison, on en est au quart de la saison, donc il faudra faire le point évidemment à la fin de la saison. Mais juste pour vous donner un ou deux éléments, elle est à 20,3 points cette saison. La meilleure saison qu'elle avait auparavant, c'était en 2020 avec 13 points. Donc il y a vraiment un gap là qui est passé. On a quasiment plus 7 points, donc ça commence à devenir très sérieux. Sur les rebonds, pareil, il y a un différentiel de plus 4 entre sa meilleure saison précédente qui était en 2019 et cette année où elle est à 11,5 rebonds. Donc une joueuse qui confirme dans une équipe des Sparks où c'est un petit peu compliqué quand même cette saison. Mais voilà, une joueuse intéressante. Et Elliot, tu voulais juste rajouter un élément autour de la joueuse. Oui, c'est surtout que cette année, elle est titulaire et elle joue 36 minutes par match, alors qu'avant, elle était plus habituée à un rôle de 6e woman, puisqu'elle a été 2 fois Six Woman of the Year en 2019 et 2020. Et donc là, à Los Angeles, elle retrouve un rôle de titulaire et donc c'est plutôt normal que ses statistiques augmentent. Évidemment, tout à fait. Bien, tu as très bien fait de relayer tout ça. Voilà pour les joueuses de la semaine, les gars. On va enchaîner avec le classement. Alors, l'événement, quand même, je bouge un peu notre trame, les gars. Vous m'excuserez, on a notre petite trame papier pour suivre tout ça, tous les trois. Mais il faut quand même parler de cette première victoire des Washington Mystics. Enfin,
On était à combien? On était à 0,12, c'est 12. ça? Ouais. 0,12 et Tom, tiens, si tu veux aller, la victoire enfin pour cette équipe de la capitale fédérale américaine. Ouais, c'est ça, ça va faire du bien à Washington. En ayant discuté avec pas mal d'insiders et notamment les gens du compte de Washington France, on sait que la stratégie, bien évidemment, de Washington va être d'avoir un bon pourcentage pour aller choper la première de draft l'année prochaine, dont on va énormément parler dans les prochaines semaines et prochains mois. On vous tease un petit peu le truc, mais bon, ça sent bon. On est sur une jauge générationnelle, j'en dis pas plus. Mais quand même, pour la confiance globale d'un effectif et des joueuses, ça fait du bien de pouvoir ramasser au moins 1 ou 2 victoires par-ci par-là. Quand on commence un début de saison à 0-12, tu vois les défaites s'accumuler, tu sens forcément une frustration. Et paradoxalement, là où il y a des équipes qui jouent pas forcément très bien sur ce début de saison, Washington a vraiment montré de belles choses dans le contenu. Donc ça récompense aussi un petit peu des efforts collectifs. Alors, bien évidemment, l'effectif est beaucoup trop faible pour espérer quoi que ce soit. Et on le redit, l'objectif, bien évidemment, c'est d'être haut classé à la draft. Mais une petite victoire comme ça, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, il faut mettre aussi en évidence que l'adversaire n'était pas forcément un gros adversaire. Une grosse victoire contre le Atlanta Dream d'une 20aine de points. Donc voilà, ça va faire du bien aux joueurs, ça va faire du bien à l'effectif. Et puis pour repartir après sur des défaites, c'est toujours bien de prendre une petite victoire de temps en temps. C'est ça. Pour continuer à balayer ce classement, tiens, Elliot, est-ce que tu veux parler d'une équipe, d'un point particulier là? Alors, peut-être d'abord conférence Est, comme ça, après on pourra basculer pour essayer de garder une certaine logique. Vers quoi tu veux te lancer un peu là? On peut parler de la victoire de New York face à Connecticut. Et donc, la première défaite de Connecticut sur ce début de saison. C'est Ils ça. étaient avec 9 victoires consécutives. Et ils sont tombés samedi soir à 19h, le match sur Beansport, contre une équipe de New York qui a fait son match, qui a fait sûrement le meilleur match de sa saison. Et qui, avec Duncan Jones et Sabri Ionescu, a permis de prendre l'avantage dans le dernier quart. Et donc New York qui a beaucoup joué, qui est déjà à 11 victoires et 2 défaites et qui est sur 7 victoires consécutives. Les joueuses de Sandy Brondello commencent à retrouver un peu de rythme, malgré par exemple Brianna Stewart toujours en délicatesse avec son shoot extérieur, mais le jeu collectif est bien meilleur. Ok, oui. New York qui était en back-to-back en plus le week-end dernier, Ouais. elles avaient enchaîné contre cette équipe de Washington. Le match avait été Exactement. serré, donc c'était Ouais. ça revenait à ce que tu disais Tom, avec une équipe de Washington qui accroche, mais qui la plupart du temps ne va pas au bout, sauf excepté la nuit dernière. Donc oui, New York, meilleure série en cours, si je ne m'abuse, C'est ça. sur le nombre de victoires juste avant. C'est vrai que c'était cette équipe du Connecticut. On continue à balayer le classement, les gars, si vous voulez bien. Pareil, on peut peut-être basculer un petit peu. Vous voulez parler qu'est-ce qu'on avait noté là dans les différentes choses? On avait parlé de Chicago, Los Angeles. Tom, vers quoi tu veux te diriger un petit peu maintenant là? Bah écoute, ouais, si on part un petit peu vers la fin du classement, bon, on va rapidement balayer le Fever qui galère toujours autant avec un calendrier compliqué, même si on a vu une petite victoire là, dans la semaine. Mais le calendrier est vraiment compliqué. Beaucoup de sorties médiatiques, on parlera peut-être de Caitlin Clark par la suite, beaucoup de sorties médiatiques controversées sur sa non-sélection au JO. Mais le Fever galère. Là où tu vois Chicago et Los Angeles, il y a eu quelques victoires et il y a surtout des progressions notables dans le jeu. On en a parlé en début d'émission avec la joueuse de la semaine qui est d'Erika Embi. On voit aussi encore et toujours une progression de Cameron Brink avec un petit passage de Jimmy Butler à LA. Un petit passage de Jimmy Butler à LA qui a donné pas mal d'indications et on sait qu'ils se soutiennent mutuellement les deux. Donc c'est toujours intéressant à suivre. Et puis voilà, globalement, on n'attend pas grand-chose de ces équipes-là, mais quelques victoires de temps en temps. Et puis on veut surtout voir de la progression dans le jeu, dans la progression de collectifs assez jeunes. On doute pas trop sur le fait que Chicago, avec Teaspoon au coaching, puisse vraiment et petit à petit mettre en place des choses. Là où on a un peu plus de doutes sur LA, mais bon, écoute, on continuera à suivre, on continuera à suivre ces équipes quand même jeunes et avec du potentiel. Oui, carrément. Juste comme ça, pour donner l'info, c'est vrai que ce week-end aussi, ou début de semaine,
Los Angeles a battu Las Vegas. Hein. Alors Las Vegas, Absolument. il y avait des absentes importantes, mais voilà, il y a quand même toujours cette potentialité où, comme dans tous les sports, si tu mets pas tous les ingrédients ou si tu es peut-être en manque de réussite ou il te manque des joueuses, tu as quand même une adversité en face qui est là. Et si tu peux aller rafler une petite victoire ou deux de temps en temps, tu prends. Surtout là, c'est une victoire de prestige contre les doubles championnes en titre. Il y a une info autour de Chicago qui est importante à prendre en compte, Elliott, aussi, depuis quelques jours. Là, c'est tombé. Ouais, exactement, c'est Elizabeth Williams, la pivot, qui, est tout simplement out, jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est un coup dur pour, Chicago, mais n'empêche, ça va peut-être nous permettre de voir un peu plus de temps de jeu, pour Camila Cardozo et voir son association avec, Angel Reese. On avait eu, quelques échantillons qui semblaient être pas mal. À voir comment ça va s'organiser et puis peut-être elles vont pouvoir, progresser cette saison et ensuite la saison prochaine être compétitives. Ouais, complètement, Elliott, Tom, pardon. Je pense que tu rejoins là-dessus. On va pouvoir avoir plus de temps de jeu pour Cardozo et elle va devoir accélérer son arrivée dans la WNBA et du coup, monter encore plus vite en régime que ce qui était peut-être prévu au départ par le staff. Ouais, complètement. Écoute, on avait eu de belles choses de la part de Cardozo sur son premier match. Ça a été un petit peu plus compliqué par la suite avec des Mmh. minutes limitées, mais forcément, hein, avec une grosse blessure comme ça, Teaspoon va pouvoir tenter plus de choses à l'intérieur avec ses 2 rookies. Et encore une fois, il y a pas d'attente de résultats pour Chicago cette année. Donc écoute, on observera le développement de ces jeunes joueuses avec attention. OK. Bon, est-ce que vous avez un dernier élément, les gars, dont vous voulez parler avant qu'on enchaîne sur, nos focus là? On avait, Ouais, beh vas-y Ah! Tom. ouais, je prends la main et après je te laisserai parler de Seattle parce que je sais que tu vas parler de Seattle dans le haut du classement. Moi, je voulais Yes. parler un petit peu rapidement de Vegas, les doubles championnes en titre qui galèrent sur ce début de saison. Pareil, hein, il y a des absences, il y a des blessures, mais tu vois, sur la semaine en cours, c'est 3 défaites contre Seattle, contre LA, celle-là, elle fait un petit peu tâche et contre Minnesota. Donc Seattle et Minnesota qui sont des équipes de haut de classement, à la limite, c'est des défaites qui sont justifiables, contre LA un petit peu moins. Mais globalement, à Vegas, on sent en fait un relâchement après les 2 titres, ce qui est normal. Quand tu gagnes 2 titres et même globalement quand tu es champion ou championne, il y a toujours un petit relâchement en début de saison. Mais là, l'absence de Chelsea Gray se ressent vraiment, dans la mise en place, malgré, de très bons matchs de Jay Wilson, depuis le début de saison. L'absence de Chelsea Gray est vraiment notable. Elle devrait faire son retour. Je crois qu'elle est dans la liste des JO, on en parlera plus tard. Mmh. Mais c'est une absence qui pèse vraiment pour Vegas. Et au classement, tu vois, là, elles sont 7e avec un bilan à peine à l'équilibre à 5-5. Il faudra continuer à suivre Vegas et on espère pour elles que des ajustements seront trouvés et qu'elles puissent se mettre aussi en rythme pour la suite de la saison. Ouais, en plus, elles ont déjà 5 défaites et alors qu'elles en avaient 6 sur toute la saison précédente. Donc à voir comment ça a évolué. Effectivement, je voulais juste revenir sur Seattle qui a enchaîné, 7 victoires consécutives avant de tomber contre les Lynx qui sont juste devant elles au classement. Minnesota est 3e et Seattle est 4e et Seattle qui a réagi, face à Los Angeles cette nuit avec, le premier match de Nneka Ogwumike contre son ancienne franchise et elle nous a sorti un énorme match à 26 points à 11 sur 15 au tir. Bon, voilà pour le tour du classement, le tour des équipes. On a balayé pas mal d'effectifs, donc on va pouvoir enchaîner. Les gars, autour de nos focus, comme la semaine dernière, 2 focus en particulier. On va parler un petit peu Jeux Olympiques dans quelques minutes, mais juste avant, on va revenir sur la Commissioner Cup. En préambule, on voulait juste revenir sur 2-3 éléments qu'on vous avait donnés la semaine dernière qui n'étaient pas nécessairement des très bonnes informations, donc on s'en excuse pour ces petites erreurs de notre part. C'était principalement autour de la récompense du gain final en fait pour l'équipe qui allait au bout de cette Commissioner Cup. Donc il y a bien 500 000 $ qui sont remportés, mais donc c'est pour l'équipe qui va au bout. Et après, cet argent-là est réparti au sein des joueuses de l'effectif. Toutefois, il y a toujours des associations caritatives qui sont Absolument. évidemment mises en avant pour chacune des franchises, mais chaque association récupère des donations, entre guillemets, tout au long de la compétition, selon tel ou tel résultat de l'équipe. Donc on remercie en particulier le compte FR du Connecticut Sun,
qui nous avait fait le petit retour et qui nous avait donné 2-3 petites informations complémentaires. Donc, on te remercie en tout cas. Et voilà, on s'en excuse pour les petites erreurs, mais voilà. Le petit mea culpa est fait et on va pouvoir enchaîner et rester un petit peu sur la Commissioner Cup, Elliot, parce qu'on a un finaliste déjà, cette équipe de New York, mais voilà, Tom qui lève les bras, toujours content. Il y a un podcast où on va arrêter de parler de New York, hein, parce que ça va commencer à devenir très très fatigant, mais en tout cas New York est finaliste là pour le match final de cette Commissioner Cup, mais en face à l'ouest, rien n'est encore certain. Ouais, c'est ça, c'est que New York est sûr d'être en finale et sûr d'être avec l'avantage du terrain. Donc mardi 25 juin, la finale au Barclays Center de Brooklyn face à vraisemblablement Minnesota. Mais on ne sait pas puisque Minnesota a déjà joué ses 5 matchs. Ils sont en 4-1 puisque c'est 5 matchs pour chaque équipe dans cette Commissioner's Cup. Et Seattle et Phoenix, il leur reste encore un match à jouer. Seattle va aller jouer Dallas jeudi soir. Dallas qui est plutôt une équipe faible. Donc on pourrait penser une victoire de Seattle. Par contre, Phoenix va jouer Las Vegas, qui reste sur 3 défaites consécutives et qui va sûrement avoir envie de rebondir. Et puis, donc après, on va pas vous faire le détail de tous les scénarios. Mais donc, il y a encore des chances que Seattle et Phoenix passent avec des cas de figure, avec des tie-breakers, etc. Voilà. Bon, ça, on sait que oui, dans les classements toujours de tournois, il y a toujours plein de conditions particulières à prendre en compte. On vous laissera aller vous renseigner. Il y aura peut-être même un article qui sortira dans les prochains jours là-dessus. Mais en tout cas, Absolument. voilà. Comme tu l'as dit, Minnesota semble bien parti avec ce bilan vraiment concentré Commissioner Cup. 4 victoires, 1 défaite. Sur les 5 matchs qu'elles avaient effectués et qu'elles ont fait. Donc on va pouvoir suivre ça, sachant que les gars, la Commissioner Cup, il reste encore là 2-3 jours, ça se termine juste avant le week-end, si je ne m'abuse, non ? Ouais, dernier match dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc vendredi matin, normalement, on aura notre affiche. Bon, et ben on pourra en reparler en temps et en heure, évidemment, dans le podcast ou sur les différents réseaux de The Free Agent et sur le site et l'application. Voilà pour le petit retour sur la Commissioner Cup. On va enchaîner, tiens, Tom, avec un des événements majeurs qui a lieu en France en plus, donc ça fait toujours plaisir. C'est les Jeux Olympiques de Paris 2024 et de Lille pour le basket, avec en tout cas les premiers tours qui se dérouleront du côté du Nord. On a décidé de faire un focus là-dessus, Tom, autour des 2 équipes, des 2 teams USA, l'équipe 5 et l'équipe 3. On va commencer par l'équipe 5 avec l'officialisation des joueuses en fait pour cet effectif, pour ce tournoi olympique. Exactement, et on peut d'ores et déjà féliciter Team USA pour leur médaille d'or. Non, mais là, elle débarque avec une armada phénoménale en fait, c'est-à-dire c'est simple, si vous avez commencé à suivre la WNBA et que vous avez le pressentiment qu'il y a une star ou une superstar, voire 2 superstars dans chaque équipe, partez du principe que ces superstars seront à Team USA à Paris. C'est tout simplement monstrueux l'équipe sur le papier. C'est-à-dire que pour balayer un petit peu rapidement, vous allez avoir du Kalia Copper, vous allez avoir du Sabrina Ionescu, du Jewel Lloyd, Kelsey Plum, la grande Diana Taurasi, qui, je crois, a fêté ses 42 ans en début de semaine et qui participera du coup à normalement ce qui devrait être ses derniers Jeux Olympiques. Après, on ne sait jamais. Hein. Quand même, au bout d'un moment, oui. Voilà, on ne sait jamais, mais ouais, non, c'est tout simplement extraordinaire sur le papier. On sait que, par exemple, tu vois, paradoxalement, l'équipe de France aura aussi un très bel effectif, mais si on doit être honnête et objectif, il n'y a pas un effectif qui pourra rivaliser avec cette équipe-là. Donc non, chapeau. On reparlera aussi un petit peu du paradoxe Caitlin Clark. On fera un petit focus là-dessus. Je vais vous laisser d'abord prendre la parole et donner votre avis sur cet effectif. Mais moi, j'ai pas mal de choses à dire sur la non-sélection de Caitlin Clark. Bon, alors juste avant, je me permets de redonner les autres noms de cet effectif-là. Donc, Chelsea Gray aussi, donc à voir pour cette joueuse-là qui n'a pas joué encore pour l'instant. Jackie Young aussi. Et on a Nafisa Collier, Brittney Griner, Brianna Stewart, Alyssa Thomas et Jay Wilson. Donc, comme tu l'as très bien dit, Tom, c'est des noms qu'on sort, nous, depuis maintenant 5, 6, 7 épisodes toutes les semaines. On parle de la Dream Team masculine qui débarque à Lille et ensuite à Paris. Du côté des femmes aussi, on a sorti l'artillerie lourde.
Elliot, toi, sur cet effectif dans la globalité, je pense que tu nous rejoins, c'est vraiment c'est le summum Le en fait top de du ce qu'on top. peut avoir. Après, on peut peut-être toujours aller chercher une joueuse à la place d'une autre et tout, mais globalement, cet effectif est incroyable. Absolument. Et puis, comparé à la NBA, où par exemple, on sait que c'est plutôt les Européens / internationaux qui dominent en ce moment. Là, en WNBA, les meilleures joueuses sont américaines et on peut se dire que c'est à peu près les 12 meilleures joueuses de la planète qui vont s'assembler pour former une seule équipe. Puis on sait même pas si c'est le secteur intérieur ou extérieur qui est le plus fort, tant il y a de beaux noms. Et puis vraiment, c'est incroyable et ça va être très compliqué de ne serait-ce pas prendre 30 points si on est une équipe adverse à Team USA. C'est ça. Juste 2-3 éléments, les gars, pour pour montrer à nos auditeurs, auditrices, à quel point Team USA, si peut-être que vous suivez pas nécessairement le tournoi féminin au JO, parce qu'il y a tellement de choses à regarder aux Jeux Olympiques que on peut zapper des choses, mais cette équipe américaine féminine, je rappelle, du 5, du basket avec 5 joueuses sur le terrain, c'est vraiment impressionnant. Donc, elles sont en route pour leur 8e médaille d'or consécutive, pas dans l'histoire consécutive. Elles ont remporté l'or dans tous les jeux depuis 1996. C'était les Jeux d'Atlanta, si je ne dis pas de bêtises. Cette 8e médaille d'or, ce sera un record all-time, en fait, d'aller récupérer cette nouvelle breloque. Qu'est-ce qu'on peut vous donner d'autre? Il y a tellement de chiffres. Le bilan, pour montrer aussi à quel point, quand Team USA arrive dans un tournoi olympique, tu es l'adversaire en face. Voilà, comme tu l'as dit, Elliot, si tu prends pas 20 ou 30, tu es content, tu vois. Le bilan, il est de 70 victoires et 3 défaites aux Jeux Olympiques. C'est monstrueux. C'est juste totalement incroyable. Je pense pas qu'il y ait d'autres sports aux Jeux. Après, il faudra aller checker, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres sports ou d'autres compétitions, d'autres tournois comme ça en collectif en particulier où tu as une telle domination. Parce que même les gars, maintenant, les garçons à Team USA, on a vu au championnat du monde dernièrement ou dans les autres compétitions que ça pouvait être plus compliqué parfois parce que le niveau européen, tu l'as dit, Elliot, est plus dense. Aucune défaite dans le tournoi olympique depuis 2006 pour ces équipes américaines. Et juste pour terminer, quand on prend l'effectif des 12 femmes là, qui composent cette team USA pour 2024, ça fait 18 titres de championne WNBA, 4 titres de MVP, 7 MVP de finale, 42 sélections All WNBA, 55 sélections All-Star, pardon, et on a encore plein d'autres chiffres, mais qu'on laissera de côté. Voilà. C'est beaucoup d'éléments, mais pour vous montrer à quel point, quand les Américaines débarquent dans le tournoi olympique, il n'y a rien à faire. C'est clair. Ouais, non, on est d'accord là-dessus. De toute façon, c'est simple, hein, quand on regarde l'effectif comme ça, et potentiellement, on en reparlera aussi parce qu'il y a le All-Star Game qui va pas trop tarder à arriver. En fait, c'est une équipe de All-Star Game. C'est un condensé des meilleures joueuses du monde qui arrivent pour, excusez-moi du terme, hein, mais pour détruire considérablement la concurrence. Là où on sait que, comme tu l'as très bien dit, Chris, l'écart de niveau est en train de petit à petit rétrécir, voire n'existe pratiquement plus entre Team USA masculine et les hommes. Là, il y a quand même un gap et il faudra aller les chercher, les filles. Ouais, complètement. Juste avant de se lancer sur la discussion autour de l'absence de Caitlin Clark, les gars, donnez l'info, on en a parlé tout à l'heure en pointillé, mais bien rappeler que Chelsea Gray on ne sait pas si elle sera présente, parce que pour l'instant, aucun match joué cette saison. On en a parlé tout à l'heure, l'absence pèse pour les Aces de Vegas. Donc, on verra si elle n'est pas présente, ça ouvrira la porte à une autre joueuse, hein, évidemment, de remplacement. Donc, ce sera un élément à prendre en compte, parce que pour les autres joueuses de l'effectif, c'est quasi assuré. À part une blessure qui arrive en cours de saison, normalement, ça devrait passer. Évidemment. Donc, petit point, la petite astérix autour de la joueuse de Las Vegas. On va enchaîner un peu sur le cas Caitlin Clark. Tiens, Tom, après Elliot, on te laissera aussi répondre là-dessus. Mais Tom, tu voulais en parler. Cette non-sélection de la joueuse du Fever, juste avant, la réaction de Caitlin Clark, et après on te laisse embrayer si tu veux bien. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Elle était en interview avec différents journalistes. Pour elle, il n'y avait aucune déception. Ça lui donne des raisons supplémentaires de travailler. Pour elle, c'est un vrai objectif, un vrai rêve d'arriver dans cette team américaine, et elle espère être là. Donc, une réponse très politiquement correcte, très policée. Je pense quand même qu'elle est très sincère dans sa réponse, hein, oui. Mais il n'y a pas eu
elle n'a pas balancé une énorme punchline ou un énorme missile en mode « Ah, pourquoi j'y suis pas ?» ou quelque chose comme ça. Donc, c'était juste pour donner la réponse de Clark. Et maintenant, Tom, on te laisse donner ton avis autour de cette non-sélection. Bah, de toute façon, juste pour rebondir sur sa déclaration, on ne s'attendait pas à plus. C'est-à-dire que c'est quand même une personnalité médiatique qui est toujours très carrée. Il n'y a pas de fioriture dans ses sorties médiatiques. Donc là-dessus, moi, je n'ai pas été très étonné. Là où je n'en peux plus, que ce soit aussi bien chez les médias US que chez certains médias internationaux et français, ok, Caitlin Clark, c'est une révolution pour certains. Ça a poussé beaucoup de personnes à suivre la WNBA, mais elle ne fait même pas encore partie, quand on regarde la liste, elle ne fait pas partie des 12 meilleures joueurs américaines. C'est-à-dire qu'elle n'est pas plus forte qu'une seule des joueuses qui est dans la liste. Très honnêtement, il y a un énorme potentiel et elle a le potentiel pour devenir à l'avenir une énorme joueuse, une joueuse historique, il n'y a pas de souci, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Deuxième élément, il faut remettre aussi en avant que Caitlin Clark vient d'enchaîner une saison entière universitaire, qu'elle a eu un calendrier énorme sur ce début de saison avec le Fever, qu'elle est énormément sollicitée médiatiquement, et ça se voit, elle a beaucoup de minutes sur le terrain, elle commence à s'essouffler, et je pense que tout simplement, que ce soit pour elle ou même pour le collectif du Fever, avoir une petite pause pour les JO, ça lui fera le plus grand bien en fait. Ça met aussi en avant ce côté, ça met aussi en avant sa déclaration médiatique où il n'y a pas de déception. Je pense qu'elle est aussi contente de prendre une petite pause pour pouvoir respirer, pour pouvoir souffler, qu'elle puisse aussi se remettre dans un état d'esprit basket, parce qu'à force de la sursolliciter, déjà physiquement, à tout moment, ça peut péter et ça peut se blesser, ce qu'on ne lui souhaite pas du tout. Et aussi, il peut y avoir un ras-le-bol global quand on voit toute la décharge médiatique qu'elle reçoit. Donc, à un moment donné, il va falloir faire la part des choses, comprendre que c'est une très jeune joueuse et qu'il va falloir aussi en prendre soin pour ne pas la cramer dès le début, quoi. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai vu pas mal de choses tourner sur Twitter récemment. Et puis, on peut se dire aussi que elle n'aurait pas énormément joué sur ce tournoi olympique. Et ça aurait créé de la frustration chez elle, chez ses fans, chez tout le monde. Et puis, honnêtement, un peu de repos, je pense qu'elle l'a bien mérité, effectivement, comme tu l'as dit, après sa grande saison. Et au niveau même de l'esprit global, un esprit d'équipe, je pense qu'elle est pas assez proche, par exemple, des autres joueuses qui se connaissent bien, qui ont déjà fait des aventures olympiques ou des aventures en Coupe du Monde ensemble et qui ont plus cette, l'ambiance du groupe sera meilleure, je pense, sans Caitlin Clark qu'avec Caitlin Clark. Et puis je pense qu'elle aurait été dans une position assez confortable parce que il faut l'avouer, il y a, je pense, une certaine jalousie de la part de certaines joueuses américaines avec le traitement médiatique que Caitlin Clark a. Quand on voit tous les mauvais gestes qu'elle prend sur les terrains ou même les sorties médiatiques de certaines joueuses, je pense que c'est mieux pour elle et pour tout le monde qu'elle n'y soit pas. Bon, ok. On a fait le tour, je pense, sur Caitlin Clark. Juste élément qui est important à prendre en compte, tu en as un petit peu parlé sur le côté cohésion, Elliot, à l'instant. Les Américaines organisent très régulièrement des camps d'entraînement pour un petit peu faire des présélections ou en tout cas pour créer du lien en fait en amont des compétitions internationales, des compétitions majeures. Et c'est vrai que sur le dernier rassemblement, Clark n'avait pas pu être là parce qu'elle était en plein Final Four. Donc ça rejoint ce que tu disais, Tom, aussi sur ce calendrier vraiment dense pour elle. Alors, c'est pas nécessairement ça qui a été l'élément pour sa non-sélection, mais on sait également que ça fait partie des éléments, en tout cas là-bas aux États-Unis. Ça peut aider de faire partie de ces camps-là et ça peut aussi être défavorable quand tu n'y es pas. Mais voilà, il y a d'autres éléments qui ont dû être pris en compte, en tout cas par le staff de Team USA. Mais avec Clark ou sans Clark, on en revient à la même chose. Cette team-là va être déjà quasi imbattable, si ce n'est imbattable. Oui. Et le huitième titre olympique consécutif leur tend les bras, exactement. Donc voilà pour l'équipe de basket pour le tournoi féminin par 5. Mais le tournoi 3-3 aussi, du côté des États-Unis, Tom, il y a du beau monde. L'info était sortie un petit peu plus dans un passé un petit peu plus lointain, c'est il y a quelques semaines,
Mais comme on fait un focus sur les jeux, autant parler du tournoi 3-3, un sport qui mérite vraiment, on vous conseille de suivre, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. En plus, on a des équipes de France intéressantes, mais l'équipe américaine du 3-3 aussi va être cool à suivre. Ouais, bah ouais, tout à fait d'accord. Et puis là, encore une fois, Team USA ne rigole pas avec l'effectif qu'elle sort. Bon, encore une fois, ouais, il n'y aura pas grand-chose à tenter. Elle ramène une équipe sursolide. T'as Cameron Brink qui a été élu MVP de la Coupe du Monde de 3-3 en 2023, qui a été là, rookie chez les Sparks. Aussi, attention, si Cameron Brink a été sélectionné en 3-3, il ne faut pas non plus aller dans le comparo tout de suite avec Caitlin Clark. Cameron Brink, c'est une joueuse qui est déjà habituée à jouer ce genre de compétition, qui est déjà reconnue. Et dans le basket 3-3, on met beaucoup plus en avant les joueuses et les joueurs globalement de grande taille parce que c'est un sport complètement différent, beaucoup plus physique. Donc, Cameron Brink est déjà légitime. Elle est déjà réputée comme étant une grande défenseuse. Donc là, il n'y a pas de surprise. Et puis globalement, alors excusez-moi, je vais peut-être écorcher certains noms, mais sur le papier, quand tu vois Kiera Burdick, Rain Howard, Hailey Van List, il y a un moment donné, elles sortent l'artillerie lourde. Et puis globalement, elles seront ultra favorites. Bon courage pour aller les détrôner. Bon, Elliot, je sais pas si tu veux rajouter un élément sur. Ouais, puis on sait que aux dernières Olympiades à Tokyo, c'était Kelsey Plum et Jackie Young qui étaient dans l'effectif, notamment avec d'autres joueuses comme Alicia Gray. Mais là, cette année, on est plutôt sur des jeunes joueuses, puisque Cameron Brink est assez jeune et Hailey Van Lith n'est même pas encore sortie d'université. Et elle ne s'est pas présentée à la draft. Elle sera sûrement là l'année prochaine. Et puis effectivement avec Sierra Burdick, qui est plutôt une vétéran, on peut dire, puisqu'elle est membre du groupe USA Basketball depuis 2009. Grande expérience en 3-3 et en 5-5. Et puis, c'est le profil parfait pour ce genre d'événement. Puis Ryan Howard, qui est effectivement plus expérimenté dans le 5-5, mais qui a montré avec Atlanta des belles choses depuis quelques années, même cette saison, et qui va, je pense, aider les États-Unis à bien s'en sortir, on n'a pas de doute. Bah oui, non, on n'a pas beaucoup de doutes là-dessus, en tout cas pour les Américaines sur le tournoi 3-3 et le tournoi 5-5. La petite pause pour les gens, on rappelle, c'est du 21 juillet au 14 août, donc pas de WNBA pendant cette période-là. Ce sera l'occasion de continuer à suivre vos joueuses préférées et favorites, mais avec le maillot de la nation américaine, et donc vous suivrez évidemment aussi les équipes de France qui seront présentes et qui vont vouloir vendre cher leur maillot. Tu joues à domicile, tu te dois d'être présent, et on sera là évidemment vigilant. On veut pas une équipe de France masculine comme on a eu à la rentrée dernière. Là, c'était l'année dernière où c'était pas possible. On n'en veut pas. JO, on n'en veut pas. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On va enchaîner, les gars. On va laisser un petit peu les jeux de côté. On va revenir sur la WNBA et sur la suite, le planning, les prochains jours. Vous allez pouvoir prendre note un petit peu des rencontres que l'on considère comme étant des affiches immanquables ou avec des vrais enjeux. On va démarrer. Tiens, Elliot, on te laisse repartir là-dessus si tu veux bien. Quel match pour toi te tente le plus là, dans les jours à venir pour finir la semaine? Bon, on va reprendre dans l'ordre chronologique avec le match de cette nuit. Il y en a un seul, donc pourquoi pas le regarder. Connecticut, donc en 10-1, qui a subi sa première défaite de la saison face à New York, mais qui a réagi face au Fever lundi soir, qui va se déplacer à Chicago. Et donc, à voir comment Angel et Camilla peuvent s'épanouir ensemble. Elles sont plus 13 sur 43 minutes de jeu pour l'instant ensemble. Et normalement, Connecticut va gagner, on le sait, mais ça serait intéressant de voir comment tout le secteur intérieur de Chicago va se débrouiller. Ok, alors juste comme ça, avant de te lancer, Tom, tu as vu que Elliot maintenant appelle les joueuses Angel et Camilla. Il est à l'aise, maintenant c'est les prénoms directement. Ok, pourquoi pas. Alors, c'était pour la petite boutade, évidemment. De ton côté, Tom, est-ce que tu as des affiches comme ça que tu as un petit peu surlignées sur ton planning là, pour les derniers jours?
Bah écoute, bien évidemment, je vais vous surprendre, hein, mais on va avoir un week-end bien chargé, avec un avantage, c'est que beIN Sport nous propose un back-to-back samedi et dimanche, sur deux belles confrontations entre Dallas et le Connecticut à 19h samedi, et Phoenix contre Seattle. Seattle dont on a parlé pas mal la semaine dernière et qui réalise aussi un beau début de saison, dimanche à 21h. Moi, je vais particulièrement me concentrer sur le New York-Vegas, samedi à 21h. Donc un horaire tout à fait agréable. Et pour suivre Elliott, moi aussi, je vais appeler ma petite favorite par son prénom. Je veux encore voir Sabrina jouer au basketball. En fait, c'est tout simplement un régal. On sait que New York est sur une belle dynamique de cette victoire. On sait que Vegas, c'est un petit peu galère en ce moment. Donc, est-ce que Vegas va réussir à réagir? Est-ce que New York va enchaîner une 8e victoire consécutive? Ça va être un match vraiment intéressant à suivre. On sait que le secteur intérieur de New York, on en a pas mal parlé déjà en début de podcast, mais commence réellement à dominer entre Stewart et Jonquel Jones. Donc voir les ajustements. Tout le Vegas sera toujours sans Chelsea Gray. Mais est-ce que Vegas va repartir ce week-end avec un bilan négatif? Ça va être hyper intéressant à suivre. Donc on suivra ça aussi de très près pour ma part. Alors juste avant de te lancer, Elliott, parce que je trahis un secret, parce que j'ai envoyé un petit tacle à Elliott sur les prénoms, mais vous l'avez pas, mais je trahis ce secret-là. Sur notre petite trame que nous avons commune, sur le match entre New York et Las Vegas, ce n'est même pas Sabrina qui est écrit, c'est Sab. C'est Sab. Sab. Donc on en est même encore maintenant au surnom. Voilà. Donc si Sab, tu nous écoutes, hein, sache que tout ça, c'est Tom, ton fan numéro 1 en France, voilà, qui met ton petit surnom sur notre petite trame commune. Mais voilà, comme j'ai envoyé un petit taclounet à Elliott, il fallait bien que je fasse l'appareil pour toi. N'hésitez pas, si vous en avez pour moi, je répondrai avec grand plaisir. Voilà pour la petite parenthèse. Est-ce que Elliott, tu voulais revenir sur ce match-là ou sur un des matchs du week-end proposés par beIN peut-être? Oui, sur le Phoenix Seattle peut-être, puisque donc c'est le match sur beIN dimanche à 21h, on le rappelle. Et puis c'est assez intéressant, Phoenix il va se déplacer, et Phoenix qui est la pire attaque à l'extérieur, avec 91 points marqués quand elles sont en déplacement, contre 104 lorsqu'elles sont à domicile. Donc c'est assez bizarre, mais enfin c'est plutôt logique. On sait que toujours il y a un avantage à jouer dans sa salle. Mais là, le gap est très important, et on va voir, puisqu'il y a le retour de Brittney Griner qui peut apporter peut-être un peu plus de stabilité et pouvoir contrebalancer cette maladresse à l'extérieur, plutôt en déplacement. Puis même, on sait qu'elles sont très dépendantes du shoot à 3 points. Donc on va voir comment ça va se dérouler face à Seattle qui est une belle défense. Ouais, donc vous avez quand même de belles affiches, encore un beau programme pour la WNBA ce week-end, avec des affiches en plus à des horaires totalement respectables, 19h, 21h. Donc même si vous ne pouvez pas être devant en direct, vous faites un petit replay en fin de soirée, par exemple. Là, c'est tout à fait envisageable. On va conclure, les gars, avec notre petite info en plus. Et la petite info en plus, alors si vous suivez assidûment toutes les sorties de podcast de la part des antennes de The Free Agent et Ed One en particulier, vous êtes au courant que depuis hier après-midi, il y a une petite interview qui est sortie, que j'ai eu la chance de faire avec Marie Fatou Gueye. C'est la commentatrice, c'est la voix française des matchs de WNBA sur les antennes de beIN Sport. On en parlait à l'instant, les gars, de ces deux affiches qui vont être proposées. Donc Marie Fatou sera au commentaire avec Chris Singleton, hein, qui l'a rejoint depuis le week-end dernier. Donc vous avez la doublette samedi et dimanche. On a fait une petite interview d'une demi-heure hier après-midi avec Marie Fatou pour revenir un petit peu sur cette saison de WNBA, son recul et toutes ses sensations autour de ce premier quart de saison, son équipe coup de cœur, sa joueuse coup de cœur. On a parlé également de Caitlin Clark, on a fait un petit focus sur tout ce qui a pu être dit en positif et en négatif autour de l'arrivée de la rookie du Fever. Donc plein de choses intéressantes. On a parlé aussi de ce focus que propose beIN Sport désormais autour de la WNBA, avec ses matchs en français diffusés tous les week-ends, la pastille WNBA Extra qu'on vous invite aussi à aller suivre. Elle sort tous les mardis après-midi sur les réseaux digitaux de beIN. Donc voilà, petite interview, on vous invite à aller écouter. Extrêmement agréable, extrêmement sympathique. Marie Fatou, c'était un très bon moment. Donc, allez écouter ça à la suite du podcast si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Et je sais que les gars, vous l'avez écouté ou quasiment tout écouté. Et c'est vraiment, cool, franchement. c'était un très bon moment. Et en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment à faire l'interview.
et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter tout ça. Ouais, c'est clair. Moi, je me suis régalé très honnêtement. Je me suis fait ça hier en apéro. C'est un échange fluide et puis c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des avis comme ça d'insider parce que Marif Fatou a eu l'occasion de jouer aux États-Unis. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter et d'entendre des retours entre guillemets d'insiders qui ont connu et qui ont vécu un petit peu la vie des États-Unis. Mais c'est ça, donc c'était intéressant. On a appris par exemple qu'elle a suivi AJ Wilson depuis ses tout débuts. C'est ça. Elle le dit dans le podcast, donc waouh, tu te dis ok, donc une joueuse dont on parle toutes les semaines qui a un niveau stratosphérique sur ce début de saison, bah la journaliste Kemari Fatou a eu l'occasion de pouvoir la suivre dès ses débuts, et même un petit peu avant quand elle était sur le circuit universitaire. Donc voilà, petite interview à aller écouter en plus de ce podcast pour cette semaine autour de la WNBA sur les antennes de The Free Agent. Voilà les gars, on a fait un tour encore plutôt complet, j'ai l'impression, de cette actu. Je vous remercie. Merci Tom, merci Elliot pour la présence et la participation. Ouais, merci à vous les gars. On va se retrouver très vite, évidemment. Donc, vous avez la NBA toujours en cours, les finales NBA entre Boston et Dallas. Avec Tom, on a fait le récap du match 2 et des 2 premiers matchs. Donc, pareil, vous pouvez écouter ça si vous n'avez pas encore eu l'occasion de suivre ça, sachant que le match 3 est cette nuit. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y aura également un retour sur le match 3 qui vous sera fait très rapidement avec l'équipe de The Free Agent. Donc les podcasts NBA, la WNBA, les articles sur le site et l'application, et donc plein d'affiches encore à suivre ce week-end sur Beansport et sur le League Pass. Donc aucune raison de rater la suite de cette très belle saison WNBA. Merci les gars, merci à vous pour l'écoute et on se retrouve très vite. Et Tom, ce soir 19h, nouveau space. Ouais, logiquement, on devrait discuter un petit peu autour d'un space à 19h. Peut-être un petit peu plus condensé, on verra en fonction des présences ou non. En tout cas, je vous promets que la semaine prochaine, il y aura un space de plus grande ampleur si ça ne se fait pas ce soir. Bon, voilà, donc ce soir, mercredi, évidemment, si vous nous écoutez, dès la sortie du podcast. Très bonne journée, très bonne semaine à vous et plein de bonnes choses. Allez, à plus tard.